Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le cauchemar d'une adolescente qui a subi près de 5 longues années d'abus sexuels. La victime pointe du doigt son propre géniteur, présenté comme son bourreau. Sa mère, ex-compagne du mis en cause, est consternée devant la gravité du scandale. À suivre en ouverture de ce journal, une enquête exclusive sur ce fléau encore tabou qui bouleverse la vie des mineurs au Cameroun, des viols qui se multiplient au sein des familles. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. On note également le trafic des faux médicaments prend de l'ampleur en pleine période des crises sanitaires. De la fausse chloroquine et des médicaments de tramadol ont été dissimulés dans des cartons de boîtes d'allumettes pour être écoulés sur le marché à l'extrême nord du Cameroun. Ces médicaments ont été saisis lors d'un contrôle douanier. On fait le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Une histoire défraie la chronique dans la famille d'une adolescente de 14 ans. Son père, 65 ans, a transformé sa propre fille en objet sexuel dès l'âge de 9 ans. Selon les confessions de l'enfant, elle dit avoir subi les pires atrocités et sévices sexuels sur son corps. La mère note que l'enfant a même contracté le VIH-Sida selon une expertise médicale. Le mis en cause nie les faits, mais il a été placé en garde à vue. La victime et sa mère redoutent des manœuvres pour se soustraire de la justice. Enquête exclusive signée Warren Zede, Eric Watat et Kediara. Les mains moites, pressées l'une contre l'autre et légèrement secouées de tremblements, Solange, comme nous avons choisi de l'appeler, par souci d'anonymat, explique comment son propre géniteur a essayé d'abuser d'elle pour la première fois. Quand je viens dans ma chambre, je l'ai massé d'eau. Après m'a couché son lit, j'ai crié. Il a mis son pied dans mes fesses. Il a vu sa nante, il a essayé avec les doigts. Après qu'il a crié là, il a sucé ma bouche avec ses lèvres, craché dans sa bouche. Après, il a continué. Tout ce temps, il faisait que mettre les doigts. La scène se déroule il y a 5 ans. La maman de Solange, alors fatiguée d'actes de violence de son compagnon d'époque, vient de le quitter. Si ce jour-là, la petite Solange réussit à sortir de la chambre de son père, il va répéter sa besogne inlassablement jusqu'à ce que son sexe puisse enfin franchir la couche d'hymen de sa propre fille, alors âgée à l'époque de 9 ans. Ce jour-là, Solange perd sa virginité, mais pas que, son innocence également. Un jour, quand les doigts entrent, il a mis son pénis. Je n'ai jamais parlé de ça à personne parce qu'à chaque fois qu'il essaie de dire ça à une de mes grandes sœurs, à ma première grande sœur, il tapait ma grande sœur. Alors transformée en objet sexuel par son propre géniteur, elle va porter ce fardeau pendant 5 longues années, jusqu'au jour où... Ma grande sœur faisait que mettre la chanson de X Malaya. On dit « Anita, ne pleure pas ». J'avais maintenant peur, c'est là que je lui ai dit ça. Elle a crié, après elle a dit « Attends, on va appeler la police ». Après elle a d'abord appelé, elle a contacté mes tantes qui sont en Europe. Après ça, mes tantes ont dit que non, n'appelle pas la police, on va amener ton père en prison, il va mourir là-bas. La grande sœur de Solange réagit, mais la famille rentre dans l'effroyable jeu de la complicité d'un crime de cette ampleur. Elle choisit de se renfermer et de garder le silence. Finalement, une cousine de Solange, qui n'en pouvait plus, va alerter les forces de maintien de l'ordre qui vont interpeller le violeur présumé. C'est seulement en ce moment que la maman de la petite fille, qui s'était remariée ces dernières années, va être informée, non pas par la famille, mais par les autorités. Il dit oui, bon, je vous appelle, c'est très dur, mais vous êtes obligé de m'écouter parce qu'elle a été victime de viol par son papa depuis qu'elle a 9 ans. Et on a découvert ça, donc elle s'est confiée à sa cousine qui a parlé avec les autres. C'est pour ça que moi je vous appelle parce que je suis un parent, on m'a saisi, j'ai saisi le procureur. L'émotion est d'autant plus difficile à gérer que la famille de son ancien compagnon a choisi de sacrifier l'enfant pour le protéger lui, un violeur présumé. Je ne savais pas qu'il peut le faire à sa propre fille parce que ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'il fait des trucs pareils.
Il a fait ça à ma propre belle-sœur, la femme de mon grand frère. On a souvent eu des difficultés avec les voisins à qui il donnait souvent les 2000 aux petits-enfants, même de 8 ans comme ça. Et puis, c'était toujours des problèmes. Donc, j'ai vécu ça beaucoup de fois avec lui. Mais je n'aurais jamais su que l'amour qu'il portait pour sa fille, je ne comprenais pas s'il avait fait ça ou pas. La maman de Solange va se rendre dans un centre hospitalier avec sa fille. Le gynécologue confirme la rupture d'hymen ainsi que la présence de cicatrices, quoique légères, sur les parties génitales de l'enfant, mais qui pourtant attestent de la violence de certains rapports. En plus de la douleur que Solange ressent au niveau du bas-ventre, c'est sa vie tout entière qui se retrouve chamboulée, car les médecins ont remis à sa maman, sans lui expliquer pourquoi, une boîte d'antirétroviraux qui atteste certainement du statut sérologique de l'enfant, une conclusion qui à la prison centrale de Newbel. Comme le veut la procédure, il est gardé à vue à la police judiciaire de Bonanjo. Au cours de notre enquête sur cette affaire pathétique, nous avons tenté de nombreuses fois d'entrer en communication avec les membres de la famille Mahop. Vous confirmez quand même que votre mari a été déféré? J'ai dit que mon père va vous répondre quand il va rentrer. Qui se sont fermés à toute rencontre. Une enquête signée Warren Zede, Eric Watat et Kedjara sur une vie bouleversée à la suite d'un viol et les conséquences sociales, psychologiques pour une telle famille. On en parlera dans l'émission Regard Social, à suivre juste après Équinoxe Soir, émission présentée par Flavien Walondongo qui va décrypter ces conséquences sociales d'un fléau encore tabou qui gangrène de nombreuses familles au Cameroun. Dans le reste de l'actualité, un réseau de trafic de faux médicaments démantelé à l'extrême nord du Cameroun. Je vous le disais en titre, près de 200 cartons de fausses chloroquine et 1500 cartons de tramadol étaient dissimulés dans des boîtes d'allumettes en provenance du Nigeria à destination de l'extrême nord du Cameroun. Lors d'un contrôle douanier, ces médicaments ont été saisis, médicaments issus de la contrefaçon. L'ordre des médecins tire la sonnette d'alarme sur la présence des médicaments de la rue et de ces faux médicaments sur le marché à l'extrême nord du Cameroun. Reportage Amadou Daïrou et Nadine Yambou. Dans ces camions stationnés en train d'être vidés de leur contenu, des stocks de faux médicaments dissimulés dans des cartons d'allumettes. Une nouvelle prise de la douane camerounaise à l'extrême nord. On a travaillé sur le renseignement et la raison est entrée dans notre filet. Nous on a des stocks post-chloroquine fabriqués au Nigeria. Si la direction de douane a pensé à créer une équipe spéciale en commis pour lutter contre cette mauvaise pratique, nous sommes là pour ça. En provenance du Nigeria, ces deux cargaisons ont été interceptées ici à l'entrée de la ville de Maroua. Après contrôle, les éléments de la douane ont saisi 240 cartons de chloroquine repartis en près de 24 000 paquets et 1500 cartons de tramadol injectable d'origine douteuse. Ces produits contrefaits étaient destinés au marché noir. Le trafic de faux médicaments est très répandu au Cameroun et l'apparition de la pandémie du coronavirus a fait de la vente illicite de ces produits un domaine d'activité porteur mais criminel selon les spécialistes de la santé. Selon le président régional de l'Ordre national des médecins du Cameroun à l'extrême nord, 80% de la population consomme des médicaments de la rue. L'ignorance et la pauvreté en sont les principales causes. Il y a d'abord l'ignorance, des complications de consommation de ces médicaments. Et deuxièmement, il y a la pauvreté. Parce que vous savez que plus de 10% de notre population est pauvre. Face à la courbe inquiétante des maladies rénales et cardiovasculaires enregistrées dans cette partie du pays, des médecins tirent la sonnette d'alarme sur les dangers de ces médicaments. Ce sont des médicaments qui font apporter beaucoup d'effets, surtout au système cardiovasculaire, parce que ceux qui vendent ces médicaments sont des ignorants. Ce ne sont pas des personnels qui sont formés pour vendre le médicament. Donc il n'y a pas de posologie qui est connue, ce qui fait que la dose est souvent une sous-dosage et à long terme. Et donc c'est ce qui peut créer souvent, le plus souvent, l'insuffisance hépatique ou l'insuffisance rénale. Nous avons beaucoup d'insuffisances rénales dues à la consommation souvent des anti-inflammatoires prolongées.
Au cours de cette opération, des produits de grande consommation et ceux issus de la contrebande ont également été saisis. Un dispositif anti-Covid est déployé à Kiossi, à la frontière entre le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon. Les populations y effectuent des examens médicaux pour connaître leur état de santé. Les personnes testées positives au Covid-19 sont transférées au centre médical d'arrondissement de la ville frontalière. Jusqu'ici, aucun cas positif n'est enregistré. Pour autant, le contexte de crise sanitaire impacte sur le quotidien des populations à Kiossi. Évocation avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. La localité frontalière de Kiossi est en état de veille sanitaire depuis la confirmation du premier cas de Covid-19 dans notre pays. C'est donc depuis bientôt 4 mois que des dispositions ont été prises aux portes d'entrée et de sortie du Cameroun pour barrer la voie à cette pandémie. Tout commence ici au lieu-dit Essaben. Nous sommes à la frontière entre le Cameroun et le Gabon. Un dispositif spécial, comme on peut le voir, a été mis sur pied. Il est question de parer à toute éventualité en contrôlant aussi bien les Camerounais que les Gabonais qui vont dans un sens comme dans l'autre. Par ce temps de propagation de la Covid-19, prévenir vaut mieux que guérir. Parce que la frontière, elle n'est pas ouverte. C'était juste l'entente entre des pays voisins au niveau de la sous-région, le Gabon et le Cameroun, pour les opérateurs économiques, pour ne pas trop étouffer. Dans ce sens, la disposition sanitaire a été la suivante. Les Gabonais et Camerounais qui font des échanges lorsqu'ils arrivent, le point d'eau là. Ils lavent d'abord leurs mains, là ils entrent au box, on les check pour suivre la température parce que le thermoflash c'est juste pour suivre la température. Si on constate que un Gabonais fait un peu de fièvre là, il doit retourner chez soi. Si on constate que tout va à la normale, il peut entrer pour faire ses affaires et retourner. Ils ne dorment pas, ils partent pour retourner. Il en est des Gabonais qui viennent se ravitailler au Cameroun que des compatriotes qui souhaitent retourner au Bercail. Il y a une autre vague, ce sont les Camerounais ressortissants du Gabon. Ceux-là, peut-être qu'ils retournent déjà chez nous. Dans leur cas, ils passent d'abord par l'hôpital. Le médecin les examine systématiquement pour essayer de voir, parce qu'il y a d'autres qui vont à Douala, Bamenda, extrême nord. Si vraiment ils ne présentent qu'un signe et symptôme après avoir, c'est comme ça. Il y a d'autres cas, ceux qui rentrent étant malades, ceux-là, la même chose, ils suivent le même circuit. Avant que le médecin ne les libère, le certificat médical, il les consulte systématiquement pour se rassurer que la maladie en question ne fait pas allusion à cette pandémie. À 3 km d'ici, c'est quasiment le même dispositif qui est observé au niveau de la frontière avec la Guinée équatoriale. Bien que celle-ci soit fermée depuis un bon moment, quelques mouvements de personnes sont visibles. Ils se sont accentués depuis plus d'une semaine avec le déconfinement acté par le gouvernement équato-guinéen. Du coup, les équipes chargées de la surveillance épidémiologique veillent au grain. J'ai commencé le travail ici depuis mars et j'ai déjà fait presque 4 mois ici. Donc chacun qui sort de Guinée, il faut que je lui teste avec le thermoflash. Si sa température augmentée, je lui envoie à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin-chef fait le rapport clinique. Donc quand il fait le rapport clinique, il rentre avec ça, il fait la photocopie. Il m'a laissé une copie ici et un de l'autre bureau là-bas. Donc il garde l'original, il continue son voyage avec l'original. Les 2 postes de contrôle déployés aux frontières avec le Gabon et la Guinée équatoriale travaillent en étroite collaboration et sous le regard avisé du centre médical d'arrondissement de Kiossi, lequel est plus que jamais au devant de la scène par ces temps de propagation de la Covid-19. En cas de patient suspect, le ministère nous a disposé de kits de diagnostic rapide du Covid-19. Nous avons plus de 25 kits à notre disposition et que nous renseignons quotidiennement si nous faisons les tests sur place. Donc quand nous avons un cas suspect, nous le mettons en quarantaine et nous essayons de le prélever et retracer ses contacts en cas de positivité du test pour retrouver ses contacts et les tester aussi également. Maintenant, quand on finit de le faire, nous signalons à la hiérarchie technique du site en bas qui viennent faire la surveillance active avec d'autres prélèvements pour envoyer au centre Pasteur. Jusqu'ici, aucun incident majeur n'a été signalé, puisque tous semblent avoir pris conscience de la menace que représente le coronavirus.
Le léger relâchement observé au niveau de la fermeture des frontières, en vue notamment de faciliter les échanges commerciaux entre les pays frères de la CEMAC, ne doit aucunement ouvrir la voie à la propagation de la pandémie. Les équipes du ministère de la Santé publique, appuyées par les responsables des différents postes frontaliers, veillent au grain, prêts à parer à toute éventualité. Dans ce chapitre santé, l'Assemblée nationale ouvre ses portes aux pratiquants de la médecine traditionnelle, une journée d'échange pour apprécier leur contribution à la préservation de la santé des Camerounais, évaluer leurs difficultés et mesurer les limites des protocoles thérapeutiques issus de la pharmacopée traditionnelle. D'autres détails avec Gizogo. L'heure de gloire de la médecine traditionnelle semble avoir sonné. Et c'est à l'Assemblée nationale que ce triomphe est en voie à la faveur des journées d'échange entre la Chambre basse du Parlement, les acteurs de la médecine traditionnelle et le gouvernement. Toute une séance plénière spéciale a été consacrée à cette question. Contexte anti-Covid-19 oblige, les arguments ne manquent pas chez les acteurs de la médecine traditionnelle contre cette pandémie. Ils soignent le Covid juste en contamination et même les malades qui sont couchés à l'hôpital, nous avons prévu des kits qui vont les ressusciter. À ce jour, nous avons des centaines de personnes qui doivent la vie à Goulbetara. Ça tue, puisque lui, la poudre de cacao, lui contient du zinc. Le zinc tue les virus et les microbes. C'est ça son rôle. Voici cette poudre. Elle est brute. L'urine Force 4 est un produit du docteur Briand de Fincar. C'est une solution pour la pandémie de l'heure. Et en même temps préventive et curative. Donc c'est un papier à l'intérieur, on retrouve 4 éléments. Désormais aussi très coté dans cette cause, l'archevêque de Douala voit en la médecine traditionnelle un palliatif à celle moderne. Au niveau de la phytothérapie, il y a des pathologies lourdes qui peuvent vraiment être vaincues. C'est-à-dire des malades condamnés peuvent être soignés par les plantes. Un domaine, croit savoir l'homme en soutane, sur lequel il faut miser dans l'avenir. Pour l'avenir, il faudrait que la phytothérapie comme telle soit étudiée dans nos écoles de médecine, dans nos universités, et que des lois soient promulguées à ce sujet, permettant à nos médecins, à nos techniciens d'utiliser partout les plantes évidemment bien étudiées. Sans avouer qu'il s'agit de la sanctification de la médecine traditionnelle, l'Assemblée nationale indique être dans la logique de dessiller les yeux sur cette question. L'objectif de cette séance plénière spéciale n'est pas de crédibiliser les inventions et autres découvertes thérapeutiques de la médecine traditionnelle, mais davantage d'être informé et de discuter sur l'opportunité de l'encadrement de l'expertise en matière de médecine traditionnelle. Ce sont donc encore des pas prudents du côté du Parlement, de quoi pourtant conforter déjà les acteurs de la médecine traditionnelle. Les différents discours qui ont été énoncés vont faire en sorte que la médecine traditionnelle ne doit plus fonctionner dans l'ombre. Je suis particulièrement heureux que de manière officielle, nous puissions parler ouvertement de cette médecine. Reste à voir ce qu'il adviendra de ces belles intentions dans l'avenir. L'aménagement de la route Hawaï-Essesoa est l'un des échecs du plan d'urgence triennal. En 4 ans, seuls 21% de taux de réalisation sont enregistrés jusqu'ici. Après avoir constaté la défaillance de l'entreprise prestataire, 2 autres structures ont reçu pour mission de redonner vie à ce projet routier. Objectif, mettre fin à l'enclavement des bassins agricoles, améliorer la mobilité dans la Meufou et Afamba, située dans la région du centre. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. D'un pluie vient d'arroser la route qui va du carrefour Hawaï sur la nationale numéro 10 à Soa, en passant par Essé. Ça circule difficilement, plus de 3 ans après le lancement des travaux. C'est que l'entreprise nigériane Atidolf a démontré son incapacité à bitumer cette route, au point où le ministre des Travaux publics n'a eu d'autre choix que de résilier le contrat le 8 octobre 2019. À cette date, le tableau n'affichait alors que 21% de taux d'exécution.
ce qui a rallongé les souffrances des populations qui espéraient pour 2019 la fin de leur calvaire. Vous ne pouvez pas imaginer quelle souffrance on a déjà endurée. Je suis cultivatrice. Il est arrivé à un temps qu'on coupait même les plantains, on venait déposer en route pour que les personnes qui passent puissent même manger ça comme ça là, puisqu'il n'y avait pas les moyens de locomotion. Ce qui faisait que tu arrives même au marché, tu ne vends même pas la totalité, ne serait-ce que pour avoir le pétrole et le savon pour venir utiliser au village. La situation n'a pas beaucoup changé, mais l'espoir est tout de même permis avec la reprise des travaux sur cette route qui est censée désenclaver plusieurs bassins de production entre Soa et Hawaï dans le département de la Mofu et Afamba. Pour faire vite et essayer de rattraper le retard, le tronçon a été divisé en 2 sous-lots, dont le premier, long de 33 km, va du carrefour Hawaï jusqu'à Essé. La nouvelle entreprise est à pied d'œuvre depuis le 28 avril dernier et les travaux se déroulent normalement en dépit de quelques difficultés. Le problème qu'on a eu, c'est peut-être un problème mineur, c'est les perturbations des pluies. Et comme la saison sèche est en train de s'installer, malgré cette perturbation, on a fait beaucoup de travaux en finalisant les documents d'exécution. Pour le moment, on n'a pas d'inquiétude majeure. Peut-être les problèmes d'expropriation. Les documents de ces problèmes d'expropriation ont déjà été finalisés. Donc maintenant, c'est le problème de paiement. Quant au deuxième sous-lot, il couvre 49 km entre Essé et Soa. Les travaux ont commencé sur ce tronçon le 14 avril de cette année et nous sommes ici présentement au PK 18 plus 500 où nous sommes en train de réaliser les travaux de terrassement. Ces travaux sont aujourd'hui en avancement à peu près à 10%, alors que le délai est consommé à environ à 9%. La mobilisation des engins et des ouvriers donne le ton de la reprise des travaux sur ce tronçon qui va d'Essé à Soa. Des travaux qui se déroulent pas sans quelques difficultés, des difficultés qui n'empêchent pas l'entreprise d'avancer, c'est le temps que les travaux accusent un énorme retard. Vous-même, vous avez aussi constaté aujourd'hui qu'avec la pluie du matin, l'activité n'est pas à son top. On a aussi quelques problèmes des expropriations qui ne sont pas encore aboutis. Nous attendons toujours alors qu'il y a certains bâtiments et les tombes qui sont encore dans l'emprise des travaux. Le maître d'ouvrage, autant que la mission de contrôle rassure quant à l'accélération des travaux, notamment au niveau du lot 1 où une carrière a déjà été identifiée. Nous espérons fortement qu'on tiendra le délai parce que les travaux qui sont arrêtés pour ce lot portent pour près de 70% sur la production de la pierre. C'est la pierre qui va permettre de faire la chaussée et les couches de chaussée. L'entreprise actuellement est en train de faire les plateformes pour la carrière. Ces machines sont victimes du confinement parce qu'elles ont été achetées dans un autre pays, un pays voisin. Et dès que ce sera là, je crois que la pierre permettra d'aller et la dynamique, certainement le délai jusqu'à présent. La route Hawaï-Essé-Soa fait partie des itinéraires retenus dans le volet routier du plan d'urgence triennal lancé par le gouvernement en décembre 2015. Sa construction va coûter plus de 43 milliards, y compris le coût des travaux réalisés à 21% par l'entreprise défaillante. Les populations riveraines et les usagers de cette route, longue d'environ 80 km, doivent patienter au moins 2 ans pour commencer à voir le bout du tunnel. L'état de la voirie urbaine préoccupe également le gouvernement, notamment dans la ville de Douala. Et dans la nuit de mercredi, le ministre du Développement urbain de l'Habitat s'est rendu sur les sites de voies d'accès au stade Japoma afin d'évaluer la qualité des travaux effectués sur les voies d'accès au stade de Japoma, une infrastructure sportive retenue pour la CAN 2021. Et durant cette matinée, la visite de travail était axée sur les chantiers de logements sociaux en Banga Bakoko, la visite des voies d'accès au niveau de Total Kolbong, stade de Japoma, visite du chantier Nyala Yassa, le chantier Senkatex pour le lieu dit ESG, la voie Bellavi Sokaver, Carrefour Zachman, Fin Goudron d'Orbong, chantier Koto Lokpom dans le 5e arrondissement de Douala et chantier de New Deido et Ngangé Bonapriso. Le ministre en a profité, Célestine Ketia-Cortez en a profité pour procéder à une distribution du matériel d'hygiène et de salubrité aux commerçants du marché au niveau d'un commandant ainsi que des masques et autres matériels utilisés dans la lutte contre la Covid-19.
Après l'annonce de la mise en chômage technique de près de 300 employés à Camerco, des syndicats sortent de leur réserve et dénoncent une gestion peu orthodoxe qui a conduit à la quasi-faillite de cette compagnie aérienne. Ils déplorent également le non-respect des protocoles en vigueur. Pourtant, il y a, selon eux, de l'espoir pour faire renaître l'étoile du Cameroun. Ils s'expriment dans ce reportage que signent Cédric Chouna et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Depuis le lundi 22 juin, 371 personnels de Camerco sont en chômage technique. Une décision de la direction générale de l'entreprise, expliquée par la crise sanitaire actuelle qui touche l'industrie du transport aérien, privant la compagnie aérienne nationale de revenus. Cette décision de la direction générale de Camerco est condamnée par les syndicats. Le cas ici cité par le directeur général, c'est le Covid-19. Et si c'est le Covid-19, alors il tombera forcément dans ce qu'on appelle un cas de force majeure. Et si ça tombe dans un cas de force majeure, la loi du Cameroun prévoit plusieurs portes de sortie. Et le chômage technique n'est qu'une porte de sortie. Et la plus douloureuse qu'un travailleur puisse subir. La direction générale a choisi simplement de faire le chômage technique. Et unilatéralement. Depuis sa création, Camerco va de zone de turbulence en zone de turbulence. Le remplacement des directeurs généraux à la tête de l'entreprise n'arrive pas à sortir la compagnie aérienne du gouffre. Face à cette situation, les syndicats pensent avoir leur idée. Cette perturbation dure dans le temps simplement parce qu'on refuse de comprendre que nous sommes dans une industrie qui a des normes et des règles, tout simplement, qu'il faut appliquer et respecter. Et ces normes-là demandent à ce que les fondamentaux de création d'une compagnie aérienne soient respectés, c'est-à-dire un cadre réglementaire, un annexe et bien d'autres choses. Camerco a tous ces outils. Seulement, pour les mettre en œuvre, il y a donc des personnes ou des acteurs qui sont chargés de les appliquer, qui toujours ne sont pas outillés pour comprendre ces notions-là. Au-delà d'une inexpertise qu'ils dénoncent, les syndicats des transports aériens sont surpris de certaines initiatives du top management de l'entreprise. Figurez-vous qu'un directeur général de Camerco a touché à ce qu'on appelle les réserves de maintenance pour l'acquisition des aéronefs, alors que le basique voudrait qu'on ne touche pas à ces fonds, parce qu'ils servent effectivement à réparer et entretenir l'avion le moment venu, mais il a utilisé ces fonds pour l'acquisition des avions, qui condamnait l'entreprise, puisque ce sont des sommes assez importantes, qui se chiffrent en termes de milliards, et amputer l'entreprise de milliards en termes de maintenance, vous comprenez que tout, normalement, les 2,37 par exemple qui sont cloués au sol, n'étaient qu'une conséquence de cette malgestion. Selon le président exécutif du syndicat national des travailleurs des transports aériens du Cameroun, les employés de Camerco accusent 4 mois d'arriérés de salaire. L'assurance maladie a été suspendue. Certains employés sont allés en retraite sans leurs indemnités. Pourtant, le gouvernement camerounais initie régulièrement des plans de relance de la compagnie aérienne à coût de milliards de francs CFA. Un plan de stabilisation a été totalement financé à hauteur de 20 milliards en moyenne par le gouvernement camerounais. Nous sommes surpris que les 2 Boeing 737 qui étaient supposés déjà être à Addis Abeba soient encore au Cameroun, que le Q400 qui a été totalement financé, qui est parti en Afrique du Sud ne soit pas de retour, qu'un autre Q400 qui a été loué ne soit pas actuellement en train de travailler au Cameroun, que le MA60, les pièces de MA60 qui sont, dit-on, bloquées en Chine ne soient pas au Cameroun, ça nous pose un problème. Vous comprenez donc l'angoisse des travailleurs qui savent qu'un plan est en train d'être financé, mais par contre, on leur dit qu'il n'y a pas d'exploitation. Pour sa version, pour toutes ces récriminations, Camerco n'a pas souhaité s'exprimer. Comment susciter le patriotisme économique au Cameroun? La promotion des produits locaux exige au préalable l'élaboration d'une stratégie d'industrialisation dans les secteurs d'activité où le Cameroun a des avantages comparatifs. Ensuite, un soutien et un encadrement des petites et moyennes entreprises selon des critères objectifs. Cependant, ce schéma est loin d'être implémenté au Cameroun. Pourtant, les enjeux sont importants pour la souveraineté économique du pays. Donald Brice Kamgang et François Dikoumé nous en disent plus dans ce reportage.
Le patriotisme économique est décrit comme le fait pour les entreprises, les consommateurs et l'État de favoriser les activités nationales dans leurs décisions et actions. Aux États-Unis d'Amérique, il y a une disposition, le Buy America, qui prévoit que 40% des commandes dans certains secteurs tels que les BTP seront réservées aux PME nationales, aux PME américaines. Cette priorisation des entreprises nationales est activée dans les secteurs sensibles et stratégiques, les infrastructures de communication, la défense ou encore les données numériques. Mais le patriotisme économique se traduit par ailleurs par une grande consommation de produits locaux. Le rôle des acteurs de la chaîne est décisif d'après les experts. D'abord l'État. Au Cameroun, les économistes notent que l'implication des autorités publiques en la matière n'est pas toujours une réalité. Toussaint Katongo, expert en commerce et développement du secteur privé. Il y a un entrepreneur qui produit des véhicules solaires au Cameroun, c'est-à-dire des véhicules qui marchent avec l'énergie solaire, l'énergie photovoltaïque. Aujourd'hui donc, il est capable de les fabriquer au Cameroun. Il en a fabriqué et il en a exporté en France. Il en a exporté un comme modèle pour essayer aussi de prospecter sur le marché français. En France, il a importé, il a fait homologuer. Ça veut dire que ce véhicule est vendable et peut circuler en France dans certaines activités balnéaires ou autres clubs de golf. Mais il ne peut pas aujourd'hui le commercialiser au Cameroun. Dans certains cas, ces blocages sont liés à la volonté de corrompre ou aux longues procédures administratives. Qu'importe, certains assimilent le patriotisme économique à un engagement personnel de chaque citoyen dans son environnement. Le patriotisme, c'est de permettre à d'autres gens qui vous entourent, à votre environnement, de participer, de partager avec vous les richesses que vous avez créées. En observant que les entreprises nationales peinent à bénéficier de la commande publique, par exemple, les experts notent que le patriotisme économique demande par ailleurs une certaine souveraineté. Nous avons vu que l'application du patriotisme économique dans le cadre des pays africains est un véritable défi. En 2019, un ensemble de pays africains ont décidé de limiter l'entrée du textile américain bas de gamme sur leur marché. Mais par la suite, les États-Unis d'Amérique ont utilisé les prérogatives qu'ils ont au sein de la loi pour faire annuler ces dispositifs dans ces pays et réintroduire le textile bas de gamme des Américains au sein de ces marchés. Bien plus, les spécialistes notent que l'autre défi du patriotisme économique, c'est la compétitivité de l'économie. Elle assure l'indispensable qualité aux produits locaux face à la rude concurrence internationale. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Des spécialistes de la médecine traditionnelle étaient à l'Assemblée nationale ce jour. Ce jour, la Chambre basse du Parlement a ouvert ses portes à ceux qui utilisent la pharmacopée traditionnelle pour permettre aux Camerounais de retrouver leur santé. Et en première ligne, vous avez suivi l'archevêque métropolitain de Douala qui a souhaité que cette filière soit davantage professionnalisée et intégrée dans le système de santé du Cameroun. Les parlementaires attentifs aux difficultés que rencontrent les praticiens et sceptiques quant à la capacité de ces praticiens à pouvoir permettre aux Camerounais de retrouver la santé. Pour autant, c'est déjà un premier pas, ont-ils noté, mais ils attendent un peu plus de la part des pouvoirs publics et des députés. 371 employés personnels de Camerco mis en chômage technique, mais les syndicats s'y opposent. Ils ont exprimé leur frustration et leur colère devant la démarche initiée par la direction générale de Camerco, laquelle invoque la crise de Covid pour justifier cette mise en chômage technique de près de 300 personnels. Selon les syndicats, la compagnie aérienne va mal depuis de nombreuses années. La faute au système de management mis en place, inefficace pour la rentabiliser. Camerco, contacté pour réagir à ces critiques des syndicats, n'a pas souhaité s'exprimer jusqu'ici. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi, 20h.